29 novembre 2023, l'eurodéputé et militante écologiste Michèle Rivasi décédait soudainement à Bruxelles à l'âge de 70 ans. Les jours suivants, la tribune « Ensemble nous gagnerons », en hommage à l'engagement et au courage de Michèle Rivasi, fut signée par plus de 150 associations, collectifs et personnalités de la société civile. Ces voix poursuivent les combats pour le vivant, la santé et la paix, chers à cette pionnière farouche de l'information scientifique indépendante. Ils, elles, sont les lanceurs d'alerte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, sur Ensemble nous gagnerons, nous rencontrons Julien Sirène et Bruno Charéron de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Bienvenue dans cette série d'entretiens Ensemble nous gagnerons, avec des lanceurs d'alerte, des personnalités et des associations en lien avec les combats politiques et citoyens de Michèle Rivasi. Avec nous aujourd'hui, Julien Sirène et Bruno Charéron de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Messieurs, bonjour. Bonjour. Superbe, vous êtes en chœur, c'est un vrai collectif. Alors, je suis très heureux d'inaugurer un peu ces entretiens en lien avec Michèle Rivasi et aussi en lien bien sûr avec les actions des associations qui sur le terrain cherchent à faire bouger les choses, à nous faire prendre conscience des dangers, mais aussi à faire avancer les bonnes pratiques, les bonnes solutions dans la manière d'appréhender les risques et ce qui nous concerne tous, que ça soit notre santé ou la santé de l'environnement, la santé environnementale au sens large. Et donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler d'où vient la CRIRAD, quels sont les enjeux et quelle a été la raison d'être de cette association qui devient fort ancienne maintenant dans le paysage français? D'abord, la CRIRAD, tout le monde le sait, je pense, est née en 1986 de la catastrophe de Tchernobyl. Et Michèle Rivasi a joué un rôle majeur dans l'émergence, dans la naissance de la CRIRAD, dont elle a été la première présidente fondatrice. C'est grâce à l'engagement de Michèle, à sa participation à l'émission de Michel Pollack, que la CRIRAD a pu se doter au sein de son laboratoire de son premier équipement de mesure de radioactivité professionnelle. Donc la CRIRAD est née de cette catastrophe de Tchernobyl et de toute la désinformation, et je pense qu'on peut même dire des mensonges, qui sont associés à cette catastrophe, puisque à l'époque, le communiqué du ministère de l'Agriculture du 6 mai 86 indiquait que la France avait été totalement épargnée par les retombées radioactives de la catastrophe de Tchernobyl, même si un deuxième morceau de phrase suggérait qu'il y avait eu quelques retombées. Donc, l'impulsion qu'a donnée Michèle, avec d'autres, des citoyens de la Drôme, de l'Ardèche, a permis de créer la CRIRAD, dont l'objet est d'améliorer l'information, commission de recherche et d'information, et la protection des citoyens par rapport à la radioactivité. Et à la CRIRAD, on travaille sur toutes les problématiques de radioactivité, que ce soit, évidemment, ça commence avec la radioactivité naturelle, par exemple le radon dans l'habitat. Michèle a participé au combat mené par la CRIRAD à partir des années 1988 sur la prise de conscience des risques liés au radon. Aussi, bien sûr, la radioactivité dans les pratiques médicales. Nous sommes tous exposés à des scanners, à des scintigraphies, et ça a un impact pour les travailleurs de ces secteurs et pour le grand public. Et bien sûr, la radioactivité, entre guillemets, nucléaire, que ce soit le nucléaire civil, que ce soit le nucléaire militaire. Et dans la phase de sa vie où Michèle Rivasi était au sein même de la CRIRAD, entre 1986 et son départ pour une carrière politique en 1997, dans toute la phase où elle assumait réellement ce rôle de présidente de la CRIRAD, elle a joué un rôle majeur, par exemple, dans la prise de conscience de l'impact des anciennes mines d'uranium, ou disons à cette époque déjà, elles étaient en train de fermer en France, donc les anciennes mines d'uranium. Elle était présente physiquement dans le combat pour faire reconnaître la pollution radioactive de ces mines. Je pense par exemple en Loire-Atlantique sur le site de l'Écarpierre ou en Limousin, et elle a bataillé très dur devant les dirigeants de, à l'époque, la COGEMA, qui est devenue aujourd'hui Areva et Orano, devant les préfets, les sous-préfets, pour faire reconnaître ces pollutions. Et il faut se rappeler que
Quand je dis on, c'est en France, on lui doit beaucoup pour, pas qu'à elle, bien sûr, hein, pas qu'à la CRIRAD d'ailleurs, à toute une série d'associations, on le doit beaucoup à ce combat pour que de nombreux sites soient assainis en France par rapport à la pollution radioactive. On peut dire qu'en France, des dizaines de sites qui étaient contaminés ne le sont plus aujourd'hui grâce au combat de la CRIRAD et au sein de la CRIRAD de Michel Rivasi. Puis D'accord. elle a joué. Merci Bruno pour ce rappel assez important qui montre bien quand même les victoires obtenues sur le terrain ou les progrès qui ont été obtenus grâce à l'action et à l'engagement de la CRIRAD et bien sûr aux membres de la CRIRAD. J'aimerais revenir un instant avant qu'on poursuive sur cette notion de mensonge d'État dont on a pris conscience, on va dire, entre les années 86 et 92, au fur et à mesure, notamment des mesures de la CRIRAD. Et donc, on a eu un mensonge d'État. Je dis mensonge parce que la position de déni, elle a été répétée dans le temps, elle a été confortée avec des experts officiels qui intervenaient et qui venaient au plus haut niveau des fonctionnaires, pourrait-on dire, en tout cas des administrateurs de certains bureaux ou services officiels, qui venaient dire aux 20h à la télévision ou aux 13h, tout allait bien, on n'a pas été contaminé, etc., etc. Et donc, ce que je veux voir avec vous par rapport à ça, c'est cette stratégie judicieuse qu'il y a eu en termes d'information scientifique, de contre-pouvoir sur l'information scientifique, avec cette position et cette volonté, non pas simplement de faire de la CRIRAD une association qui informe, mais aussi un laboratoire indépendant, un laboratoire citoyen, une forme de science citoyenne qui applique les règles d'or, le golden standard en matière de méthodes scientifiques, pour pouvoir disposer de vraies mesures, de mesures non frelatées, quoi, en quelque sorte, par rapport à l'état réel de l'exposition du territoire, et à travers ces campagnes de mesures ou ces mesures par peau de léopard qui se sont faites à partir des années 86. Est-ce que vous pouvez rappeler comme ça cette stratégie et ce positionnement de laboratoire indépendant et de contre-pouvoir en termes de mesures et de données officielles? Oui, la CRIRAD, elle a deux volets. Elle a le volet association, donc une association militante, dans ce sens que l'association souhaite améliorer la connaissance de la radioactivité dans l'environnement, mais pour protéger, pour informer et donc protéger les citoyens. Mais le deuxième volet, c'est la science, c'est-à-dire le laboratoire. Cette connaissance dépend du travail scientifique du laboratoire de la CRIRAD. Laboratoire à la fois, ça veut dire une équipe scientifique. Dans l'équipe de la CRIRAD, il y a différents pôles, ingénieurs environnement, ingénieurs nucléaires, ingénieurs géologues, docteurs en géochimie, il y a vraiment des scientifiques. Et il y a un laboratoire dont la compétence est reconnue, y compris par l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, puisque le laboratoire dispose de plusieurs agréments qui attestent de sa capacité à faire des mesures fiables de radioactivité dans l'environnement. Et dès le début, la CRIRAD s'est appuyée sur des connaissances scientifiques, d'abord en allant les chercher auprès de scientifiques indépendants, puisque au tout début de la naissance de la CRIRAD n'avait pas encore son labo, et puis petit à petit, l'association a pu disposer de son propre laboratoire d'analyse, et c'est évidemment la clé. C'est parce que nous sommes capables d'aller faire nous-mêmes des prélèvements sur le terrain, des analyses d'échantillons dans notre laboratoire, et d'interpréter toutes ces données, c'est parce que nous avons ces outils que nous pouvons dénoncer de la désinformation, voire des mensonges. Et la CRIRAD l'a fait dans des secteurs très vastes. On a évoqué tout à l'heure les mines d'uranium. Il y a le secteur des rejets des centrales nucléaires, la pollution des sites par le radium. Je pense à l'école Marie Curie, à Nogent-sur-Marne, construite sur des déchets radioactifs de l'époque de Marie Curie, où Michel a joué un rôle très important pour que ce site soit décontaminé. Je pense à la pollution militaire. C'est la CRIRAD qui a révélé, grâce au travail de son labo, la pollution en plutonium des sédiments du Rhône jusqu'en Camargue à cause des rejets du site de Marcoule. Bref, la liste est très longue en France, mais aussi à l'étranger, puisque la CRIRAD a pu travailler sur les mines d'uranium en Namibie, au Mali, aller à Fukushima pour aider la population à monter des laboratoires de mesure indépendants. Et parmi un point que vous avez indiqué, Charles Maxence, il y a la question de la science citoyenne. Ça, c'est vraiment au cœur de ce que fait la CRIRAD. C'est-à-dire, nos travaux sont faits avec les citoyens, les associations locales, autour des mines d'uranium, autour des centrales, autour de sites à l'étranger,
aussi par les citoyens, c'est-à-dire qu'on forme aussi des citoyens à utiliser des appareils de mesure et acquérir des connaissances scientifiques. Et puis tout ça est fait pour les citoyens, puisque le but final, c'est d'améliorer leur information et leur protection. Oui, je vous remercie de ce rappel et notamment bien sûr de l'aspect formation et du pôle formation qui est présent au sein de la CRIRAD, qui propose comme ça régulièrement de comment savoir utiliser un compteur GGR et des trucs de cet ordre-là où c'est vrai que dans notre époque technosciences, quelque part, on pourrait dire que ça fait partie du trousseau, du bagage que tout honnête homme ou honnête citoyen est en mesure de devoir maîtriser ou en tout cas manipuler, y compris dans un pays très nucléarisé comme peut être la France en quelque sorte. Alors moi de mon côté, en tant que simple et jeune citoyen, j'ai découvert principalement l'existence de la CRIRAD au moment de la parution de l'Atlas des mesures pour la France. Et je me souviens notamment via un papier qui était paru dans Science et Vie et qui relatait donc le contenu, ou en tout cas le constat de cet atlas de la radioactivité en France, où il y avait comme ça agrégé l'ensemble des mesures qui avaient été faites dans différents territoires. Et on était donc 10 ans après Tchernobyl, grosso modo, et ce que pouvait dire l'article de Science et Vie, en tout cas le journaliste à travers ce média, c'était que on avait un rapport, on avait un état des lieux qui était plus solide, plus fiable et plus complet que ce que pouvaient fournir les données officielles. Et à ce titre-là, il tirait le chapeau à la CRIRAD et à ces 10 ans d'enquête et de mesures qui avaient permis d'aboutir à cet atlas. Vous vous souvenez sans doute de ce livrable, de cet objet? Alors là-dedans, il y a deux choses, hein. Il y a la carte de France des retombées de Tchernobyl qu'a établi la CRIRAD dans les 10 premières années de son existence, un peu plus. Cette carte de France a vraiment permis d'établir l'intensité des retombées radioactives et de montrer qu'elles étaient au moins 100 fois plus fortes que ce qui nous avait été indiqué à l'époque. Ça, c'est la clé du travail du laboratoire de la CRIRAD et c'est ça qui a permis de faire reconnaître ensuite, mais ça a mis beaucoup de temps, faire reconnaître par les autorités l'intensité réelle des retombées. Et puis l'atlas, ça c'est un atlas qui a été fait par un géologue indépendant, André Paris, avec le soutien scientifique du laboratoire de la CRIRAD, qui a validé la méthodologie. Et cet atlas a couvert l'ensemble, enfin, quasiment l'ensemble de l'Europe et au-delà, et a permis de matérialiser l'intensité globale des retombées. Et je voudrais insister sur un point, c'est que cet atlas a pu être fait parce que la CRIRAD a épaulé, formé, aidé un citoyen extrêmement motivé, en l'occurrence André Paris. Et c'est ça qui est, je trouve, le plus intéressant dans la dynamique CRIRAD, c'est de mettre en synergie des citoyens et un laboratoire scientifique, et c'est de cette force ensemble nous gagnerons, c'est ça. C'est-à-dire des gens sur le terrain, lanceurs d'alerte, riverains d'installation, travailleurs exposés, et un laboratoire scientifique indépendant. Ça donne une énorme force pour se battre pour, un, la transparence, connaître la réalité, et deux, dans un certain nombre de cas, obtenir une amélioration de la réglementation, une décontamination des sites. Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que moi, je me rappelle en tant que jeune journaliste scientifique, la CRIRAD a été la seule association, non seulement la première association, mais en fait la seule association dont j'ai été membre entre les années 98 et 2004-2005 à peu près, parce qu'en fait j'estimais que le travail de la CRIRAD était tellement scientifique, objectif, fiable, fondé, sourcé. Je me souviens notamment d'un dossier que vous aviez abordé dans un des cahiers trimestriels que vous publiez, que vous faisiez passer, la question des ballasts faiblement, enfin des déchets faiblement radioactifs qui étaient recyclés dans des ballasts routiers, qui étaient recyclés comme ça dans des accotements pour des travaux routiers, à travers donc des rejets qui étaient faiblement radioactifs, mais qui continuaient pour autant d'être radioactifs et qu'on mettait dans des routes, quoi, et qu'on mettait dans le matériel, dans la matière première qu'on met pour lisser des routes. Et je me souviens de ce dossier. Il y avait aussi le dossier de la montre au radium, enfin il y avait au tritium, pardon. Il y avait un peu toutes ces choses-là qui étaient évoquées à l'intérieur. Et c'était une mine d'informations pour se former, pour monter en compétences, pour acquérir une culture générale sur cette question de notre environnement radioactif et de cette industrie de la radioactivité qui, bien sûr, comme tous les autres lobbies industriels, va chercher à fabriquer du doute pour minimiser les nuisances qu'ils occurrent sur l'environnement. Tout à fait. Ouais.
On va passer sur Julien maintenant. Julien, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre fonction au sein de l'ACRIRAD et puis aussi là où on en est aujourd'hui au sein de l'ACRIRAD. Donc on est bientôt, l'ACRIRAD va fêter son 40e anniversaire l'an prochain. C'est ça. Bon, malheureusement, pourrait-on dire, et moi j'ai envie de dire heureusement en termes d'existence d'une structure et d'un labo indépendant qui a traversé comme ça beaucoup de défis et de vents contraires. Donc, c'est quoi les dossiers chauds aujourd'hui au sein de la CRIRAD? Oui, alors rapidement, donc pour me présenter, moi je suis ingénieur géologue, je suis rentré à la CRIRAD. Alors j'ai pas connu Michel Rivasi à la CRIRAD puisque j'y suis rentré en 99 comme objecteur de conscience et puis finalement je suis resté. Michel était là jusqu'en 97. Donc au départ, j'ai été embauché pour m'occuper du service de mesure de radon, du service radon. Et puis depuis 2 ans, j'exerce. Donc j'ai à la fois un pied dans le labo et un pied dans la direction, puisque je suis à un poste de co-direction avec Marion Jeanbrun, qui elle aussi qui est aussi responsable du laboratoire. Donc sur les dossiers chauds, je dirais malheureusement depuis 40 ans, les missions de la CRIRAD restent inchangées. C'est-à-dire il s'agit d'informer de manière indépendante le plus grand nombre de personnes sur les risques liés à la radioactivité. Et quand je dis malheureusement, c'est parce qu'on voit finalement pratiquement pas une année ne se passe sans qu'on constate que cette information est nécessaire. Donc là, le dossier chaud actuel qui vraiment de pratiquement personne ne parle à part la CRIRAD et qui pourtant le mériterait, c'est une affaire de contamination au césium-137 en Indonésie, mais qui a des répercussions mondiales. Alors, de quoi il s'agit? Donc, au départ, il s'agit de crevettes contaminées au césium qui ont été détectées par les douanes américaines l'été dernier. Donc, ces crevettes venaient d'Indonésie. Donc, les douanes ont contacté les autorités indonésiennes qui ont enquêté et qui ont fini par reconnaître, donc en septembre, que la contamination venait d'une aciérie, d'une zone industrielle à 50 km à l'ouest de Jakarta. Donc, dans cette aciérie aurait été fondue une source particulièrement active de césium-137. Donc, ce type de source, il s'agit de petits objets de quelques centimètres qui contiennent vraiment une quantité très importante de radioactivité et qui sont utilisés dans l'industrie, le domaine médical, par exemple, pour des appareils de jauge industriels ou pour par exemple, pour stériliser du matériel médical. Et donc malheureusement, on est sur des petits déchets qui se retrouvent à avoir été mis là-dedans comme si on les mettait à la benne, quoi, en fait. c'est ça. En fait, il s'agit alors de petits déchets, mais vraiment très 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 actifs. Et depuis la création de la CRIRAD, on a fait un peu le compte. Pas une décennie ne se passe sans qu'on ait un accident grave lié à la perte d'une de ces sources qui devrait, compte tenu de leur activité, être vraiment très strictement encadrée. Et on a justement un cas de ce type ces derniers mois. Donc cette aciérie, elle aurait fondu cette source. On sait désormais que 2 stations de surveillance de la radioactivité de l'air, qui appartiennent à un réseau mondial, qui a été créé pour vérifier que personne ne fait d'essais nucléaires sur la planète. Donc ce réseau aurait détecté du césium dans l'air à plus de 1000 km de l'endroit où les sources ont été fondues. Donc on a une station qui est en Malaisie, une autre qui est dans des îles au sud-ouest de l'Indonésie qui appartiennent à l'Australie. Donc malheureusement, ce réseau ne communique pas ces données. Il s'agit du réseau du CTBTO. Donc la CRIRAD avait déjà essayé au moment de Fukushima d'obtenir sans succès les données provenant de ce réseau. Donc voilà, premièrement, il s'agit d'une contamination à grande échelle, puisqu'on la détecte à plus de 1000 km du foyer. Ensuite, il s'agit vraiment d'une contamination massive à l'échelle locale, puisqu'on parle de plusieurs dizaines d'habitants relogés, on parle de 9 travailleurs qui ont dû être hospitalisés, on parle de plus de 20 usines qui sont touchées. Et ensuite, on a des répercussions au niveau du commerce international avec le cas des crevettes, mais aussi avec des clous de girofle. Les États-Unis ont alerté sur des clous de girofle contaminés en septembre qui viennent aussi d'Indonésie, d'une autre île, de l'île de Sumatra, mais visiblement ce seraient les masses d'air contaminées qui auraient entraîné une contamination à 100 km, disons, du lieu de l'accident. Oui, c'est-à-dire qu'on est on est dans une situation similaire à celle de Tchernobyl, au sens où c'est l'accident nucléaire qui se situe à un endroit donné,
qui s'accompagnent de rejets et de poussières. Ces poussières qui montent dans l'air, ça se déplace dans les nuages, et puis ça pleut et ça fait des retombées. Exactement. Alors, on n'est pas dans le même ordre de grandeur qu'une catastrophe de type Tchernobyl ou Fukushima, mais visiblement, on est a priori sur le pire accident radiologique depuis une décennie. Et donc, au début, on se demandait si l'Europe serait touchée, et alors on sait maintenant que oui, puisqu'on sait depuis quelques jours qu'on a aussi que les douanes, disons, aux États-Unis, mais aussi à Rotterdam, ont détecté des cargaisons de baskets contaminées de marque Nike et Adidas, parce qu'il se trouve qu'à 4 kilomètres de la Syrie se trouvent d'immenses usines de géants de la chaussure. Donc on a des baskets contaminées, des crevettes, des clous de girofle, et en réalité, dans cette zone se trouve tout un tas d'entreprises qui exportent dans le monde entier. Donc on a par exemple une usine de textile qui produit du textile pour tout un tas de marques comme H&M, mais aussi les marques des géants de la chaussure. Voilà, donc on a aussi des industries d'agroalimentaire, des industries qui fabriquent du métal. Donc on sait pour l'instant qu'on a simplement 3 cas de contamination qui ont été repérés par les douanes. Mais après, ça nous interroge évidemment sur tout ce qui est passé entre les mailles du filet. Oui, c'est-à-dire que du fait qu'il y a une détection, ça vient raviver la nécessité d'une traçabilité. Et du coup, cette traçabilité, elle est plus propre à une filière, elle est propre à une région. C'est-à-dire tout ce qui est susceptible d'être produit dans cette région et qui se distribue ou qui se dissémine à travers les flux du commerce international et de l'import-export, se retrouve à être potentiellement concerné. Et donc, on est, semble-t-il, malheureusement, même si c'est un accident qui date d'il y a un an, j'ai la sensation à vous entendre qu'on est qu'au début de l'alerte, en fait, par rapport aux produits manufacturés ou aux matières premières importées susceptibles d'être contaminés. Ah oui, tout à fait, on en découvre chaque semaine. Donc a priori, l'accident aurait eu lieu début mai 2025. Donc déjà, il a fallu attendre 2 mois pour que les douanes américaines détectent ces crevettes contaminées, et 4 mois pour que finalement les autorités indonésiennes identifient la source de la pollution. Donc ça veut dire qu'on a eu plusieurs mois qui se sont écoulés entre la pollution et le moment où elle a été découverte et traitée. Donc on peut s'attendre effectivement à ce que tout un tas de produits et de denrées aient été contaminés et aient été répandus sur la planète. Alors, une question un peu technique, mais qui me vient naturellement à vous entendre. On parle bien d'une contamination au césium 137. Alors, en quoi le césium 137 il est particulier? Parce qu'il y a cette notion de demi-vie, il y a ces notions comme ça. Ouais. Donc, avec le fait qu'elle soit détectée alors qu'on est plusieurs mois après, c'est pas bon signe non plus quelque part. Non, 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 effectivement. Donc le césium 137, c'est un élément radioactif artificiel, donc qui est produit par la fission au sein des réacteurs nucléaires, mais donc du coup qui est utilisé Oui, c'est avec des utilisé comme un applications marqueur industrielles. qui permet de pointer qu'il y a quelque chose qui vient d'une activité humaine, on pourrait dire. C'est ça, c'est ça. Mais donc ce césium 137, c'est un émetteur de rayonnement très puissant, donc qui peut entraîner une exposition, disons, par irradiation liée à ce rayonnement, et il peut aussi entraîner une exposition par contamination, par exemple en ingérant des aliments qui contiennent du césium. Et donc effectivement, sa particularité, c'est qu'il a une période physique de 30 ans. Donc ça veut dire que sa radioactivité est seulement divisée par 2 tous les 30 ans. Donc divisé par 2 au bout de 30 ans, divisé par 4 au bout de 60 ans, etc. Donc ce césium, par exemple, pour donner un autre exemple, on le trouve toujours en France dans les sols et par exemple dans les champignons. La CRIRAD est en train d'analyser des champignons cueillis en France actuellement, qui contiennent toujours du césium qui provient d'une part de la catastrophe de Tchernobyl, qui est survenue il y a pratiquement 40 ans, et d'autre part des essais nucléaires atmosphériques qui ont eu lieu dans les années 50-60 et qui ont entraîné une contamination de toute la planète. Oui, oui, tout à fait, et qui provenait principalement des États-Unis. Il y a un film là-dessus, euh, Oui, qui est Silent sorti il y a Fallout. quelques Ouais. mois. Mhm. Voilà, Silent Fallout, qui est un film extrêmement intéressant. Est-ce que en France, par rapport au césium 137, est-ce qu'on a des reliquats liés à, est-ce qu'on a un pic qui est lié à Fukushima, ou est-ce que les rejets de césium 137 lié à Fukushima, d'un point de vue temporel, lié au suivi de cette explosion en mars 2011, c'est plutôt dans l'océan qu'on va les trouver, et donc en particulier dans le Pacifique. Alors, je dirais oui aux deux questions. Donc la première, c'est qu'effectivement, la France a été
touchés par les masses d'air contaminées provenant de Fukushima. Donc la CRIRAD, on l'a pas dit, mais la CRIRAD, dans les années qui ont suivi Tchernobyl, donc au moment où Michel Rivasi était présidente, a créé un réseau de balises de mesure de la radioactivité dans la vallée du Rhône, à une époque où le seul réseau, c'était le réseau d'État, qui, au moment de Tchernobyl, avait caché les informations. Donc ce réseau de balises, il a effectivement permis à la CRIRAD de détecter du césium et de l'iode radioactifs dans l'air dans les semaines qui ont dans les semaines qui ont suivi Fukushima. On a détecté ces masses d'air contaminées 15 jours après Fukushima et on les a détectées pendant 3 semaines. Après, en France, les niveaux mesurés, on va dire qu'ils étaient de l'ordre de 100 à 1000 fois plus faibles que ceux qu'on avait mesurés au moment de Tchernobyl. Hein. Par contre, effectivement, à côté de ça, à Fukushima se caractérise d'une part par une contamination atmosphérique sur le Japon, mais d'autre part par des rejets massifs, des rejets liquides massifs dans l'océan. Oui, ça participe. Moi, je m'étais intéressé à la question de j'avais découvert stupéfait en fait comment les océans du monde, en fonction des zones géographiques, n'avaient pas les mêmes niveaux de radioactivité et on pouvait avoir des mers très localisées comme la mer Baltique qui pouvait avoir un niveau assez élevé de contamination parce qu'il y avait eu des engins nucléaires, des sous-marins, des trucs qui avaient été perdus quelque part sous l'eau et on pouvait avoir aussi le Pacifique qui présentait un taux de contamination radioactive plus important que l'Atlantique par exemple, du fait des explosions liées aux essais nucléaires, on pense aux essais nucléaires américains, mais aussi aux essais nucléaires français. Et puis derrière, avec le Pacifique Nord et donc les courants marins, on a Fukushima qui a rajouté une couche, quoi, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, au niveau de l'Europe, c'est sûr que la couche est beaucoup plus faible que la couche provenant de Tchernobyl, mais à l'échelle mondiale et puis à l'échelle des océans, oui, la contribution de Fukushima était majeure. Oui, oui. Et après, pour tout ce qui est contamination des océans, en tout cas, la France n'est pas indemne de sa responsabilité puisque il y a l'ACRO qui suit ça en particulier, mais on a les rejets de la Hague du côté de la pointe bretonne et qui sont bien qui font l'objet de controverses entre le fait de dire il y a quelque chose ou oui il y a quelque chose mais c'est pas si grave. C'est un peu toujours les deux positions qu'on va mettre en balance quoi. Oui, tout à fait. Les principaux rejets actuels à un fonctionnement normal de l'industrie nucléaire, ce sont des rejets de tritium. Le tritium, c'est un isotope radioactif de l'hydrogène. Donc, on avait beaucoup parlé effectivement de la volonté du Japon de rejeter du tritium provenant de Fukushima en mer, mais sans forcément s'attarder sur le fait qu'en France, on rejette également beaucoup de tritium. Donc, d'une part, au niveau de chaque centrale nucléaire, donc dans les cours d'eau le long desquels elle se trouve et aussi dans la mer, mais aussi d'autre part effectivement au niveau de la Hague dont les rejets sont massifs et il s'agit probablement de l'un des sites au niveau mondial qui rejette le plus de tritium, très très loin devant ce que rejette chaque centrale nucléaire. Merci. Une dernière question, Julien, pour clôturer notre entretien Ensemble nous gagnerons. Comment peut-on soutenir la CRIRAD et augmenter l'impact de son action? Comment aider cette association? Alors, je dirais, disons que le nerf de l'argent, le nerf de la guerre, c'est l'argent, puisque la CRIRAD, en fait, sa spécificité, c'est vraiment son indépendance, et cette indépendance, elle est rendue possible par les dons et adhésions de nos adhérents et de nos sympathisants. Donc, la CRIRAD compte à peu près 4500 adhérents, donc, ces adhérents et ces sympathisants contribue à hauteur de plus de la moitié du budget de la CRIRAD, qui par ailleurs est financé par des prestations de son laboratoire et par des subventions pour son réseau de balises de différentes collectivités dans la vallée du Rhône. Mais vraiment, cette indépendance est précaire et la contribution des citoyens est vraiment majeure pour la garantir. C'est d'autant plus important qu'on est aujourd'hui, en fait, la CRIRAD, sa force, c'est le gros noyau, disons, de ses adhérents et sympathisants de la première heure. Mais Tchernobyl commence à s'éloigner, puisqu'on est maintenant pratiquement à 40 ans. Et donc, on a besoin aujourd'hui à la fois on ne pourra pas compter éternellement, disons, sur les adhérents de la première heure. Et donc, c'est important de renouveler le socle, le noyau de ces adhérents auprès des jeunes générations.
Oui, en tout cas, en termes de comme une vigilance scientifique indépendante, citoyenne, que la CRIRAD permet d'incarner, au même titre que d'autres associations qu'on va découvrir au fil des entretiens. Est-ce que vous pouvez nous rappeler combien il y a de salariés au sein de la CRIRAD aujourd'hui? L'équipe, c'est combien de personnes? Puisque cet argent-là, comme vous dites, qui amène à peu près un peu plus de 50 et un peu plus de la moitié du budget de l'association, ben, ça sert à faire fonctionner l'association et donc à permettre qu'il y ait cette expertise avec des compétences et avec des employés qui font ce travail de vérification et de mesure et d'analyse en labo. Tout à fait, oui. Alors la CRIRAD aujourd'hui, elle compte 11 salariés. Donc on est situé à Valence dans la Drôme, hein, donc effectivement l'argent sert à la fois à financer les salaires, mais aussi à financer tout ce qui concerne le laboratoire, puisque faire tourner un laboratoire de mesure de la radioactivité, ça demande des moyens relativement importants. Oui, avec des équipements, des achats d'équipements, des renouvellements d'équipements. Tout Merci à beaucoup fait. à tous les deux. Merci Benoît Charéron, merci Julien Sirène Si. pour votre intervention et vos explications. Et donc, comme on dit ici, ensemble nous gagnerons. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt.